Alors Gustave Fayet, c'était un nom dans les ouvrages, au hasard de lecture de catalogues. J'ai vu ce nom et puis à un moment, je l'ai vu associé à la rue de Bellechasse. Or, la rue de Bellechasse n'est pas très loin du musée d'Orsay et je me suis rendu compte qu'il y avait un lien. Et puis il a disparu. Un jour, je me suis lancé dans une aventure un peu folle qui était de célébrer Picasso autour de la Méditerranée. Et là, par un hasard de circonstances, j'ai retrouvé la figure de Gustave Fayet en tant que conservateur de musée, comme quoi la vie est étrange. Et Gustave Fayet, on le dit, aurait été le premier à exposer Picasso dans un musée, le musée des Beaux-Arts de Béziers, en 1901, sauf erreur, avec un tableau dont on n'est pas totalement sûr d'ailleurs du titre ou de l'existence, mais peu importe. C'était le geste qui comptait de pouvoir exposer Picasso en 1901, c'est-à-dire quasiment 20 ans d'âge pour Picasso, tout au début de sa carrière. Pour avoir un élément de comparaison, le premier Picasso à être acheté par les collections publiques nationales sera 30 ans plus tard. Donc vous voyez comment Gustave Fayet a été révolutionnaire. Picasso Méditerranée, c'était une constellation. Beaucoup d'étoiles et évidemment dans l'Occitanie, il y avait deux magiques, j'allais dire presque astres rayonnants avec l'abbaye de Fontfroide où on a pu faire un colloque extraordinaire et puis évidemment le musée Fabre où il y a eu sans doute une des plus belles expositions Picasso de cette grande manifestation qui avait réuni 50 institutions tout autour du bassin méditerranéen. Et c'est là où j'ai pu faire le lien entre Gustave Fayet et son lieu, l'abbaye. Avec Gustave Fayet à Fontfroide, on a là l'archétype de quelqu'un qui a compris un monument et qui vient y ajouter sa patte, sa touche, tout en respectant. Et donc on peut créer finalement une histoire sur plusieurs siècles. Et c'est ça qui rend fascinant le projet. On aurait été dans une logique de néo-gothique, néo-roman, ça ne m'intéresse point. À Fontfroide, pour apprécier le magnifique monument médiéval, évidemment, il faut apprécier le contexte du paysage, le contexte du jardin, puisque c'est finalement dans cet ensemble extraordinaire que résonne la magie de Fontfroide. Mais dans le décor, c'est vraiment quelque chose qui semble avoir toujours été là. Or, évidemment, Redon, pour prendre l'exemple le plus connu, c'est une création de Gustave Fayet. Je trouve magique d'avoir aussi un point qui relie Gustave Fayet et le Centre Pompidou, c'est peut-être pas forcément toujours souligné, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on peut parler d'œuvres d'art totales, on peut parler vraiment d'un microcosme, on peut parler d'une utopie qu'il a réalisée, où finalement tous les sens sont convoqués et tous les arts le sont aussi. Je crois que ce qui intéresse Fayet, c'est fondamentalement revenir à ce qu'est une abbaye, c'est-à-dire une assemblée, c'est-à-dire une communauté. Et ça, je crois que c'est la magie de l'hospitalité, la magie de la bienveillance qui est encore l'âme de Fontfroide aujourd'hui et qu'on nous essayons, avec notamment les travaux du Conseil scientifique, de continuer à faire vivre. Dans un moment de recherche, dans un moment de discussion, il y a toujours une petite étincelle. Et au fond, il faut des anniversaires parfois pour être déclencheur. Très vite est venue l'idée d'une saison Gustave Fayet parce que tout simplement c'était le centenaire de sa disparition. Mais en voyant les premières approches, je crois que le collectif du Conseil s'est dit « Ok, c'est peut-être le moment de faire un séminaire de plus, un colloque de plus, mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de fondamental qu'on est en train de rater, c'est-à-dire de révéler un personnage central dans notre pays, puisqu'on sait que la France a parfois tendance à oublier un peu celles et ceux qui le font, c'est-à-dire les regardeurs. Et avec Gustave Fayet, on a le collectionneur, on a le conservateur, on a l'artiste, on a l'homme qui aime la musique, on a le restaurateur de monuments historiques, on a le créateur, on a l'homme qui aime les arts décoratifs et on a le peintre. Bref, on a une figure totale et on s'est tous dit qu'il y avait une force d'évidence, il fallait le dire, le faire savoir. Et c'est pour ça que le projet 2025 a pris une ampleur extraordinaire. Ce qui me passionne dans Gustave Fayet, c'est le côté kaléidoscopique. C'est que justement, quand on associe toutes les facettes, on a un chef-d'œuvre, on a un génie,
on a quelqu'un qui a su dire les choses avant tout le monde et qui a su surtout faire. Parce que on a parfois beaucoup d'inspecteurs des travaux finis pour prendre une image qui parlera à tout le monde, mais avec Gustave Fayet, on a quelqu'un qui est allé labourer, qui a quelqu'un qui est allé choisir des monuments historiques, qui les a transformés, qui les a métamorphosés. Et je crois que ce qui passionnera les gens, c'est de voir que Gustave Fayet n'était pas que dans la collection, dans la restauration, dans la conservation, c'est que c'était aussi un immense artiste. Qu'il échappe aux cases. On aurait pu le mettre comme un impressionniste, un Aulien. On a parfois tendance évidemment à le rapprocher au symbolisme. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il ne ressemble à quasiment aucune réalité artistique du moment. C'est un génie de la couleur, c'est un génie de la poésie. Et je crois qu'on aura là aussi une vraie révélation, d'autant plus qu'il incarne aussi des nouveaux champs comme le lien aux arts décoratifs. On peut penser bien sûr à ces magnifiques créations de tapis.